Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes, comme tous les lundis soirs, avec notre duo de coprésidents. Bonsoir Aurélie Gros. Alors, vous avez eu envie de chanter en entendant le lancement de la météo? Alors, j'aurais bien voulu chanter et avoir le cœur ensoleillé, mais c'est vrai que cette tragique disparition d'Émilie Dequesne, terrible, nous touche beaucoup. Elle qui a été révélée dans Rosetta, qu'on a tous vu, j'imagine. En tout cas, voilà, c'est à cet âge-là, et on aura la chance de parler de ces maladies qui touchent beaucoup de Français. Et il existe des soutiens, il existe des personnes qui s'engagent aux côtés de ces malades, donc c'est important. On va en parler ce soir d'ailleurs. Mais en tout cas, des sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à toute la communauté française mondiale, et tous ceux qui sont frappés par cette maladie, effectivement, Stéphane Pellet. Et le coprésident Stéphane Pellet. Bonsoir Stéphane. Eh bien, rien à ajouter. Moi, j'avais aimé une comédie avec elle. Pas son genre. Pas son genre, ça je n'ai pas vu, pas son genre par contre. C'était de Lucas Bellevaux, vous voyez, grand réalisateur. Alors au menu ce soir en France, chaque année des milliers de personnes, vous en parliez il y a quelques instants, font face au défi du cancer. Au-delà des traitements médicaux, la reconstruction physique et psychologique est essentielle pour retrouver confiance et bien-être. C'est dans cette optique que l'Aquadémie, et pas l'Académie, l'Aquadémie Paris Plongée a été fondée en 2009 par le professeur Jean-Pierre Lotz, chef du service d'oncologie médicale à l'hôpital Tenon à Paris. Comment la plongée peut-elle contribuer à la résilience et au bien-être des personnes ayant traversé l'épreuve du cancer? On en parlera avec le professeur Jean-Pierre Lotz. Bienvenue. Ensuite, en France, 8 à 10% des enfants sont concernés par des troubles dys tels que la dyslexie et la dysorthographie. Ces troubles spécifiques de l'apprentissage peuvent rendre le parcours scolaire particulièrement difficile pour les enfants et leurs familles. Pourtant, des solutions innovantes émergent pour les accompagner efficacement. C'est dans cette optique que l'application Poppins a été développée. Élodie Bernard de Poppins est à nos côtés pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Et on commence avec vous, Aurélie Gros. Et oui, j'en parlais il y a quelques instants. Alors, c'est une association formidable puisqu'elle propose aux patients en rémission du cancer de découvrir la plongée sous-marine, et ça permet d'offrir un dépassement de soi, de se reconstruire dans un environnement. Mais ça, vous allez nous l'expliquer. Donc, on est ravis d'avoir le professeur Jean-Pierre Lotz à nos côtés aujourd'hui, qui va nous expliquer en fin de compte comment on peut offrir une plongée vers la renaissance, si je puis dire. Alors, bonsoir professeur. Bonsoir. Comment s'est créée cette association? Parce qu'au-delà d'être un éminent spécialiste, un professeur, vous vous engagez auprès de tous ces patients. Et d'où c'est venu, en fait? Racontez-nous. Alors, c'est venu, comme beaucoup d'événements et d'idées, par hasard. C'est le fruit du hasard le plus complet. En 2009, donc pour me situer... j'ai 43 ans de cancérologie derrière moi depuis 1982, et effectivement j'ai été chef de service jusqu'en septembre 24, après 22 ans de chefferie, mais je n'ai pas abandonné l'hôpital pour autant, et en particulier ce que j'aime faire, puisque je suis encore là pour quelques temps, en ayant pris en charge une plateforme de type hôpital de jour de soins oncologiques de support. Et donc pour moi cette transition était parfaite, puisqu'elle me permettait de continuer à positionner Aquadémie Paris Plongée au sein de cet hôpital où j'exerce depuis longtemps. Vous avez une pensée pour Émilie Dequesne, j'ai une pensée pour Louise, une jeune femme qui nous a quittés il y a 2 ans. Le hasard a fait qu'en sortant de mon bureau, je tombe sur le président de mon premier club de plongée auquel j'avais adhéré en 2000, les Hommes Grenouilles de Paris, avec un directeur technique et un président de ce club. Le directeur technique, c'est celui qui organise les plongées, et le patron d'une association qui s'appelait Tribu Cancer, qui avait été créée pour justement... Eh bien, nous sommes à la radio, c'était à la façon de Max Meignier, les routiers sont sympas. Oui. Voilà, c'était typiquement ça, appliqué du monde du transport routier au monde des patients. Et effectivement, correspondance de nuit, mail de nuit, support psychologique, psychologie de nuit, tout ça, parce que la nuit, c'est là que tout se passe lorsqu'on a un cancer, c'est là que les angoisses remontent à l'évidence. Et cette association Tribu Cancer faisait faire, entre autres choses, quelques activités sportives aux patients, quelques
du bateau, des régates, un tour d'hélicoptère, etc. Et donc, effectivement, je vais les citer, Guy Boubenec, Jean-Louis Laporte, Éric Cocos, donc Tribu Cancer, plongée, tac, tac, tac. Et voilà, on va faire plonger les patients. Donc, ça s'est fait comme ça. Et sur un coin de table, dans un bistrot, on a rédigé les statuts, le règlement intérieur. Et en 2000, on a commencé, en 2009, nos premiers patients. On a eu un objectif très simple, niveau 1, 20 mètres, et donner du sourire. Et alors, c'est magnifique. que des patients en rémission? Non. Vous avez aussi des personnes... Alors au début, il a fallu tâtonner un peu parce qu'on s'est dit, voyons, il y a des encadrants, des moniteurs de plongée qui n'ont jamais fait plonger de patients atteints de cancer et qui avaient une appréhension vis-à-vis des patients. Et on s'est dit, on va prendre des patients en rémission complète pour éviter dans un groupe, parce que ça faisait 10 ans que je faisais de la plongée, je percevais bien qu'un groupe de plongeurs, c'est comme un pack de rugby, c'est vraiment un vrai groupe. Quand c'est qu'on plonge, etc. La prochaine, qu'est-ce que tu as vu et tout. Et il y a vraiment une sociabilisation énorme au sein des clubs de plongée. Et donc, je me suis dit, on va prendre des patients en rémission complète pour éviter le risque de la rechute à absorber dans un groupe de gens très liés. Alors, il y a eu 2 rechutes et 2 décès au début. C'est passé. Je ne sais pas comment, mais c'est passé. Et puis ensuite, on s'est dit, mince, quand même, le sport, le cancer, la sociabilisation, ils sont plus au travail, ils s'ennuient, ils vont pas bien. Allez hop, donc on a pris des patients en traitement. Et donc sur le bateau, qu'avons-nous vu? Des patientes sans cheveux, des patientes qui n'avaient plus de seins, des gens pleins de cicatrices. Et les gens extérieurs au groupe de plongée sur un bateau, il y a 40 personnes, donc il y a des gens extérieurs. Finalement, dans ce monde de la plongée, qui est un monde extraordinaire, personne n'a posé son regard de façon inadaptée, et c'est passé. Et donc, effectivement, nous avons des patients maintenant en cours de traitement, des patients anciens qui sont restés fidèles. Nous formons des niveaux 1, 20 mètres, des niveaux 2, 40 mètres, des niveaux 3, 60 mètres. Et ce qui est intéressant, c'est que mes premiers patients deviennent maintenant moniteurs de plongée. Donc, on boucle, parce que je ne suis pas éternel. Il faut un jour... Je ne serai pas président à vie, mais il faudra qu'un jour je passe la main et il faudra des gens pour prendre ma suite. Stéphane Pellet. Mais qu'on illustre ça, vous plongez où? Par exemple, donnez-nous quelques endroits où vous avez, et comment vous faites en fait pour fonder vos groupes, où il y en a qu'un seul ou il y en a maintenant plusieurs? Alors, nous plongeons où? Alors d'abord à Paris, c'est dans une fosse de plongée, des carreaux bleus, à Villeneuve-la-Garenne, c'est 3 trous verticaux, 5, 10, 20 mètres. On a pu aller à Bruxelles où il y a une fosse de 33 mètres. Nous aimerions aller, mais c'est beaucoup plus cher, à Dubaï où il y a une fosse de 60 mètres. Mais bon, Paris, c'est 20 mètres. Après, c'est la mer. La mer, c'est la Méditerranée. Côté France, c'est la Corse, c'est les Canaries. Donc ça, c'est des eaux froides, comme disent nos plongeurs. Et puis, quand on veut des eaux plus chaudes, là, j'emmène 30 plongeurs fin mai en Égypte, donc en mer Rouge. On en a emmené dans les Caraïbes. Voilà, donc ce sont des voyages où très vite on prend goût à l'eau chaude, c'est sûr. Mais allez-y. Non, je vous en prie, Philippe. Évidemment, vous êtes à Thonon, donc à Paris. Comment ça se passe? Parce que moi, je pensais pas que la plongée puisse redonner le moral aux gens, parce que j'ai pensé pour faire de la synergie, c'est plus les sports collectifs, on fait un foot, un basket, etc. Comment est-ce que ça se passe? Parce que là, c'est individuel, on peut même pas se parler sous l'eau, on fait signe, tout va bien. On dit beaucoup de choses on sous descend l'eau. ou on monte. Non, on dit beaucoup j'ai fait de choses. Un tout petit peu de plongée, c'est pour ça. On dit beaucoup de choses sous l'eau. Tout se joue dans les yeux et dans le regard. C'est incroyable ce qu'on peut se dire sous l'eau. Et donc, certes, on n'est pas tout seul. Et ce qui gère la plongée, c'est la confiance dans l'autre, qui est votre, comme disent les Américains, le body. C'est l'autre qui plonge avec vous, et chacun assure la sécurité de l'autre. Et la plongée n'est pas un sport dangereux, contrairement à ce qu'on lit quand on va faire un emprunt à la banque. Ça n'est pas un sport dangereux, car les gens sont extrêmement bien formés en France et respectent les formations. Et donc, on a un langage sous l'eau avec les mains, avec les yeux. On plonge souvent avec le même coéquipier, et donc on se connaît très bien, et tout est dans le regard. Voilà. Et donc après, pour revenir sur l'organisation, puisque la question a été posée, ma foi, c'est un sport qui me prend un week-end sur 2.
Donc c'est très astreignant, mais c'est avec plaisir, parce qu'il y a l'entraînement, il y a les dossiers, il y a aller chercher des sous, faut remplir des rapports, faut les soumettre, etc. Et puis il y a les cours théoriques, donc qui ont lieu le soir, il y a les rencontres en dehors du club, donc c'est voilà. Alors le club est plein comme un œuf, et donc nous avons ouvert une deuxième structure qui est en cours. Mais on va en parler dans quelques instants, si vous le permettez. Parce qu'il faut faire un peu sous le pied. Il faut faire une courte pause. On fait un palier de décompression et on se retrouve dans quelques instants dans les vraies voix publicité. Et on se retrouve dans les vraies voix citoyennes de Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, et nous sommes en compagnie du professeur Jean-Pierre Lotz, qui a une très belle association, l'Aqua, alors c'est pas l'Académie, c'est l'Aquadémie de Paris, qui aide les patients du cancer en rémission ou en cours de traitement à, on va dire, passer au-dessus, à penser à autre chose en faisant de la plongée. On peut pas dire prendre l'air. Non, c'est clair. Pour le coup, s'il en faut quand même. On prend de l'air dans la bouteille, dans la bouteille. Voilà. Donc oui, cette belle académie. Alors expliquez-nous, qui peut s'inscrire, parce que vous me dites mon association est pleine à craquer, donc on en monte une deuxième. On en monte une deuxième parce qu'effectivement, beaucoup de gens peuvent faire de la plongée et le cancer n'est absolument pas une contre-indication. Sauf un certain nombre de choses spécifiques telles qu'une trachéotomie évidemment ou une thoracotomie. Mais tout patient atteint de cancer, sous réserve qu'il ait une condition physique correcte, c'est de la bonne médecine de base, peut faire de la plongée. On n'est pas des super sportifs. Nous vivons tranquillement, nous vivons lentement sous l'eau, nous avançons à petits pas. C'est une suite de petites adaptations et c'est un sport de fainéant parce qu'on doit être calme et tranquille. Et voilà. Mais pas si feignant que ça, c'est quand même un peu physique. Pas si feignant que ça, parce remonter avec la ceinture en plomb, c'est... Tout à fait. Une plongée à 40 mètres, vous consommez en 1 heure de temps 2000 calories. Donc vous consommez, il y a de l'énergie qui s'échange. Donc tout le monde peut en faire. Effectivement, le club est plein. Donc nous ouvrons une deuxième structure sur le 5e avec un club de plongée qui s'appelle Nemo. Et un service d'oncologie qui est celui de Cochin, qui est très différent d'une autre. Ce ne sont pas les mêmes malades. Et les malades de Cochin ont ce qu'on appelle des sarcomes, des ostéosarcomes, des chondrosarcomes. C'est-à-dire que ce sont des malades avec de grosses cicatrices et du matériel métallique, enfin, c'est pas du métal, mais des prothèses, des clous, des plaques, etc. Et donc, c'est une approche qui va être assez différente au plan psychologique pour ces grands balafrés. Qu'ils sont. Donc l'aventure vient de débuter et j'espère ouvrir prochainement Montreuil. Et sinon, dans des régions bordées par l'eau, comme la Méditerranée par exemple, vous avez des confrères peut-être qui vont penser à ça? Alors non, nous sommes uniques en France. Il y a un club dans l'Oise qui s'appelle Résilience, mais pour l'instant je n'ai pas de retour sur eux. Officiellement on est les seuls vrais impliqués. Aix-en-Provence, une chirurgienne gynéco privée vient de faire plonger une 12aine de patients, ça a été raconté là très récemment. Mais les clubs de proches de mer, non. Donc je vais aller quand même normalement au mois de juin, aller faire plonger des enfants qui sont atteints de cancer au sein d'une structure qui s'appelle les Bateaux Jaunes. Donc non, effectivement, on est assez unique en France, c'est assez curieux et ce sont les citoyens des bonnes villes du centre de la France qui font cet effort-là. Et justement, vous vouliez aussi nous parler d'un événement auquel vous allez participer, c'est ça, une journée... Non, qu'il organise. Oui. Allez, Aurélie Gros, c'est mieux, vous savez tout. Non, mais je corrige. Vous me permettez ? Je t'en prie. Oui, un grand événement et avec une approche très particulière. En fin de compte, sur le syndrome post-traumatique. Le stress post-trauma. Oui, pardon. Alors effectivement, après quelques années d'existence, 2000-2009 sur le premier club, il y en a eu un deuxième en fait. Académie a eu une renaissance après le Covid à tout point de vue. J'ai fait la rencontre d'un certain nombre de personnes qui sont très importantes à mes yeux. Bernard Pillet, qui s'occupait de la commission médicale plongée Île-de-France et qui est très branché sport-santé. Donc c'est un axe de développement du club. L'axe principal, c'est la plongée. Et puis de 2 personnes exceptionnelles. Marion Trousselard, qui était jusqu'au 1er septembre commandant, professeur de neurosciences à l'Institut de recherche biomédicale des armées. Elle vient de démissionner du fait de la carrière militaire, mais elle continue quand même avec l'armée. Et le colonel Armel Jorot, qui a dirigé pendant 4 ans jusqu'au 1er septembre. C'est une date mythique pour nous 3.
la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, et qui est un homme absolument exceptionnel, avec un langage extraordinaire. Et donc effectivement, troisième axe, la plongée, le sport santé, le traumatisme. Et j'ai imaginé, en 2019, on m'avait donné 2 heures de session sur un congrès de soins de support. J'ai imaginé un titre qui est sorti, traumatisme au pluriel, traumatisme de point, terrorisme, cancer, même combat. On m'a dit que j'y allais un peu fort et finalement, non, j'avais raison. Je pense que j'avais raison. Dans les stress post-traumatiques chez les victimes des attentats, chez les victimes du cancer, et j'ai rajouté depuis les victimes des conflits armés, il y a des points communs sur le stress post-traumatique. Parce que vous nous prédisez, enfin vous avez une perspective qui est quand même extrêmement inquiétante. Déjà 2050. Vous disiez que finalement la moitié de l'humanité quasiment va vivre avec du stress et du traumatisme. C'est une extrapolation des données de l'OMS. Alors le stress post-traumatique, il peut être petit, il peut être moyen, il peut être gros, il peut être très gros, il peut être court, il peut être long, il peut être très très long. Il y a des formes chroniques de stress post-traumatique. Et effectivement, nous allons développer le 23 mai à l'hôpital, enfin au groupe Sorbonne Université, une journée entière consacrée au stress post-traumatique avec les représentants de la Fédération française de plongée, avec des représentants de l'armée et avec des représentants au sens très large du terme du secours pendant le terrorisme. Donc effectivement, les pompiers, la police, etc., le SAMU, et donc essayer de voir le point commun. Je rajouterai, parce que je vais dire un mot sur le groupe Sainte-Anne, notamment le groupe de Loïc Mascroisier, c'est la prise en charge des patients atteints de troubles psychiatriques sévères à très sévères, et l'apport de la plongée sous-marine dans ces pathologies graves. Et donc ça sera le 4e axe de développement, le stress post-traumatique. Et c'est ouvert à tout le monde ou on peut s'inscrire? Alors on peut s'inscrire, je vous donnerai on le rappellera un petit peu avant, on le rappellera, on fera une petite annonce, histoire que... volontiers. Et alors aujourd'hui, votre association est financée comment? Vous cherchez des financements? Parce que ça doit coûter quand même un petit peu... On a un budget nécessaire de 20 000 € par an. Pourquoi? Parce qu'on paye tout aux patients. Donc la formation est gratuite, sauf l'assurance perso, mais c'est 30 €. On paye tout aux patients, les cours sont gratuits, les cours théoriques sont gratuits, les cours pratiques sont gratuits, l'accès à la fosse de plongée est financé, c'est en gros 6 000 € par an. Nous finançons une partie des voyages, c'est-à-dire que sur les 30 patients qui viennent avec moi en Égypte fin mai, début juin, nous finançons 25 à 30% du voyage. Ça leur fait un voyage TTC, vol, etc., plongée à 900 €. Donc on a un budget de 20 000 € par an pour fonctionner. Et comment est-ce qu'on peut vous aider? Donnez une adresse. Ou mail. Si on veut faire un don, par exemple. Eh bien, sur le site de Aquadémie Paris Plongée, vous avez un lien qui amène sur le mail de l'association. Et est-ce que vous cherchez des bénévoles, par exemple moniteurs de plongée, comme ça augmente, que vous avez de plus en plus de monde, ça demande de plus en plus d'encadrement, parce que la plongée, ça se fait pas quand même comme un footing, quoi, comme un tour de piste de 400 mètres. Il y a des règles, il faut expliquer aux gens comment ça marche. Vous cherchez des bénévoles comme moniteurs de plongée et tutti quanti? Absolument. Nous en cherchons parce que les règles de plongée sont d'une extrêmement strictes. Je suis président du club, donc responsable, mais nous avons un directeur technique qui veille à tout. Et avis à vos collègues de Marseille, Toulon, de tous les hôpitaux. Ils ont des spots de plongée à côté. Ils ont des superbes spots de plongée. S'ils veulent vous appeler, ils peuvent vous contacter s'ils avaient envie de rentrer dans la démarche. On a fait plusieurs conférences au Salon international de la plongée. C'est 60 000 visiteurs et donc les gens nous connaissent, effectivement. Et on a un président de fédération française qui est très soutenant, qui connaît très bien le problème du stress post-trauma. Merci beaucoup, professeur Jean-Pierre Lotz. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Plaisir. Dans quelques instants, on va avoir un coup de cœur au téléphone et ensuite on parlera des syndromes 10, vous savez, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, avec Élodie Bernard de Poppins. Restez bien avec nous dans les vraies voix citoyennes de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Dans quelques instants, on va parler des syndromes 10. Dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie en compagnie d'Élodie Bernard de Poppins. Mais tout de suite,
Aurélie, on a un coup de cœur téléphonique. Et oui, un petit coup de cœur. Vous vous rappelez de la fondation d'APAT qui organise une grosse soirée qu'on a reçue ici et que j'espère bien nous recevrons dans les prochaines semaines après cette magnifique soirée qui se tiendra le 24 mars au Théâtre du Rond-Point. Et on a la chance d'avoir Daniel De Giovanni au téléphone. Bonsoir. Bien prononcé, bravo. Avec l'accent italien. Tout à fait. Bonsoir Aurélie, c'est sympa, oui. Bonsoir Daniel. Alors racontez-nous tout, la soirée a lieu le 24 mars. Dites-nous tout si des personnes veulent s'inscrire, venir, vous soutenir. Donc, avec grand plaisir. Nous sommes donc au Théâtre du Rond-Point à 19h, mais entre-temps, s'ils veulent s'inscrire, ils ont juste à envoyer une demande à contact@dapat.fr et ils recevront une invitation. Et alors, rappelez-nous pourquoi cette soirée, quand même, pour les auditeurs. Évidemment, cette soirée, elle est là pour primer 10 associations extraordinaires que nous avons sélectionnées parmi 207 candidatures reçues. Oui, cette année 207, c'est énorme, mais c'est fabuleux. Et ces 10 associations recevront pour un premier prix de 15 000 €. Les 9 autres recevront 10 000 € chacune. Joli. Et donc ça se fera au cours d'une soirée festive. Nous avons Anne Roumanoff qui est marraine de la soirée, Isabelle Carré qui est remettante d'honneur et Harry Roselma qui remettra le premier prix. Et donc énormément de personnalités qui nous font la joie d'être avec nous. Stéphane Pellet. Mais vous avez oublié une association, Daniel. C'est donc l'Aquadémie Paris Plongée, parce qu'ils sont là ce soir, ils vous écoutent. Et eux, ils organisent des 208 candidatures. Des belles plongées pour les malades du cancer. Ça, il faut vous aider ça quand même. Parce que nous avons, nous sur scène, l'association Elle Danse, qui vient nous montrer un petit spectacle. Et ce sont des femmes qui ont été malades du cancer ou qui le sont encore, qui danseront sur scène le soir de notre fête. L'association a intégré mon service. Et ben voilà. Magnifique. Voilà. Alors c'est le formidable, contact est on pris. est en famille. On est en famille, quoi. Elles sont formidables et ça vaut vraiment la peine, oui. Eh bien, écoutez, Daniel, dans tous les cas, on va rappeler le 24 mars au Théâtre du Rond-Point, la soirée d'APAT, et on prendra date pour recevoir les lauréats. Absolument. Voilà. Sur notre plateau. Avec vous, bien sûr. J'ajoute juste que vous pouvez voir en direct la soirée. Nous aurons une retransmission lundi à 19h en vous connectant sur www.dapat.fr. Génial. Merci beaucoup Daniel De Giovanni. On les fera passer les lauréats. Après la soirée, nous ferons passer Daniel et vous ferez un petit coucou à votre époux, qui avec vous, vous êtes le couple infernal. Absolument. Merci beaucoup Aurélie, merci à Stéphane et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, tout de suite, on va parler des syndromes 10, Stéphane Pellet. Alors oui, j'enchaîne, c'est ça, il n'y a pas de virgule comme on dit en radio. Non. Allez, alors bon, Poppins, c'est pas donc seulement une certaine Marie. Je sais pas pourquoi on y... Mais c'est donc Élodie Poppins. Non, je plaisante en tous les cas. On avait parlé de vous par un petit clin d'œil il y a quelques jours parce que c'était la journée nationale du quart d'heure de lecture et tout ça. Et donc finalement, ce soir, on a la chance de vous recevoir pour que vous nous racontiez ce que vous avez fabriqué donc au bout d'un moment avec des constats sur les différents outils qui étaient mis en place pour toutes ces formes de 10. Donc vous savez, les 10, ce sont un certain nombre de troubles ou de déficiences cognitives. Il y en a de nombreuses et donc vous allez raconter un petit peu tout ça, mais surtout vous avez créé une application, c'est ça, ludique qui permet donc principalement aux enfants, aux élèves d'aborder toute une série de questions de savoir finalement en jouant. Mais d'abord, présentez-nous le démarrage de la démarche. Comment ça vous est venu cette idée ? À l'origine, Poppins, c'est la réunion de plusieurs projets de recherche, notamment à Polytechnique où étudiait le cofondateur François Vontron, qui s'est associé avec des équipes de recherche à la Pitié-Salpêtrière, à Necker, à la Timone à Marseille aussi. Et l'idée était vraiment de dire comment est-ce qu'on peut, avec la musique, venir apporter un plus thérapeutique pour des enfants qui ont des troubles spécifiques d'apprentissage. Donc les troubles spécifiques d'apprentissage, c'est la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie.
Ça fait partie de la grande famille, entre guillemets, des troubles 10, dans lesquels il y a aussi la dysphasie, qui est le trouble du langage oral, la dyspraxie, on va être plus sur la coordination. Dans le premier trouble associé à la dyslexie, c'est aussi le TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'en connais même une, la dyscalculie. Oui, tout à fait, qui fait partie des troubles spécifiques d'apprentissage. Ouais. Donc une fois qu'on a un petit peu présenté l'ensemble de ces troubles qui sont très souvent associés entre eux, en moyenne, en général, un enfant a 2 ou 3 de ces troubles. Donc ça marche par grappe. Et pour vous donner une idée, les troubles 10, on estime que c'est 6 à 8%. Ça touche 6 à 8% de la population. Donc c'est loin d'être neutre, c'est souvent sous-estimé en termes de prévalence et aussi en termes de conséquences. Parce qu'un enfant qui a des problématiques à rentrer dans la lecture, il ne va pas pouvoir entrer dans les apprentissages. Donc forcément, ça va très rapidement provoquer des décrochages scolaires, des moqueries à l'école, énormément de difficultés aussi après avoir une bonne estime de soi, etc. Donc ce sont des troubles qu'il faut vraiment prendre en charge le plus tôt possible. Aurélie Gros? Non. Ah si, non, parce que je l'écoute, parce que c'est passionnant. Et alors, en quoi ça consiste, cette application? On peut s'inscrire, les parents peuvent télécharger. Tout à fait, ouais. Et c'est quoi exactement? Expliquez-nous un petit peu. En fait, l'objectif de l'application, c'est d'être un complément à la maison, à la rééducation orthophonique. La rééducation orthophonique, c'est la rééducation qui est reconnue, dont les effets sont démontrés, qui est prise en charge par l'assurance maladie. Oui, quand on trouve un orthophoniste. Quand on trouve un orthophoniste, effectivement. Ouais, il y a un peu moins de 25 000 orthophonistes en France. Environ 1,3 million d'enfants 10 à prendre en charge. Et les orthophonistes prennent en charge aussi d'autres types de patients. Donc on voit bien que forcément ça va coincer. Donc l'objectif de Popins, c'est vraiment d'être un relais à domicile avec un outil qui va permettre à l'enfant d'avoir un entraînement quotidien. Donc l'objectif, c'est d'avoir des séances de 20 minutes. On peut pas faire plus de 20 minutes, de toute façon, ça va s'arrêter. Donc on décharge les parents de la charge de devoir dire à l'enfant arrête parce que maintenant le temps d'écran est compté, etc. Donc fais attention au temps d'écran. Au bout de 20 minutes, ça s'arrête. Mais l'objectif, c'est pas la durée, c'est plus la répétition. Les recommandations de bonne pratique en orthophonie disent qu'en plus de la rééducation orthophonique, il faudrait faire 3 à 5 séances d'entraînement à la maison. Dans la réalité, c'est peu fait parce que ça repose encore sur les parents, sur les orthophonistes pour donner ces exercices et puis c'est une charge supplémentaire pour les enfants. Donc on essaie de décharger les parents et les orthophonistes en fournissant un outil ludique à l'enfant qui va pouvoir utiliser en toute autonomie. Et donc dans cet outil, donc c'est une application qui se télécharge sur smartphone ou tablette qui s'appelle Popins. Voilà, on peut le trouver sur les stores. Juste qu'on comprenne bien, cette application, elle a été créée, lancée par des scientifiques. Ouais, tout à fait. Ça, parce que vous-même, vous êtes... Alors moi, je suis pas scientifique, mais je fais partie d'une équipe pluridisciplinaire dans laquelle il y a des développeurs de jeux vidéo, des neuropsychologues, des orthophonistes, des personnes qui font de la recherche, etc. Et effectivement, l'application est le fruit de 6 années de recherche. Ah oui. Et d'ailleurs, les résultats de notre dernière étude contrôlée, randomisée, en double aveugle avec placebo, donc c'est des termes qu'on utilise en général pour des médicaments ou des vaccins, pas pour des jeux vidéo. Donc ces résultats sont en cours de publication dans une revue scientifique. Donc c'est vrai qu'on a vraiment une démarche scientifique pour concevoir cette application. Et donc pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'il y a dans cette application, en fait il va y avoir dans une session de 20 minutes, 10 minutes de jeu de langage et 10 minutes de jeu de musique. Dans les jeux de langage, on va vraiment travailler sur la décomposition des sons dans les mots, des mots dans les phrases, etc. pour vraiment apprendre à l'enfant à séquencer, à discriminer les syllabes, les phonèmes, etc. à faire tout ce travail de découpage. Et dans les 10 minutes de jeux musicaux, on va vraiment travailler la rythmique. Parce qu'en fait, dans la musique, c'est vraiment le rythme qui va nous permettre de travailler les sous-jacents de la lecture. Et donc on va proposer à l'enfant des mini-jeux de répétition de séquences rythmiques. Par exemple, des petits personnages tapent dans les mains avec une certaine séquence, il va faire la même chose. Et on va utiliser tous les moyens d'interaction avec la tablette ou avec le smartphone. L'enfant n'est pas du tout passif. Il secoue la tablette, il chante, il tape dans les mains. En fait, c'est très très interactif. Et on pourrait penser qu'il s'amuse simplement, mais en fait, il est en train de travailler les sous-jacents de la lecture en faisant ces exercices rythmiques. D'où le fait qu'on ait eu l'occasion l'autre fois de parler avec vous du fameux quart d'heure de lecture, mais on va y revenir tranquillement. Mais disons qu'en tous les cas, c'est un des très très beaux enjeux liés à cette recherche, cette application. C'est l'objectif. C'est de rester dans cette pratique magnifique, la lecture. On peut lire en plongeant, je sais pas, professeur. On peut dans le micro, sinon on vous entend pas, professeur. On peut lire en plongée. Oui, on a des tables de plongée qui sont plastifiées, mais maintenant on est aux ordinateurs. On voit du champagne, je vois pas, mais je vous expliquerai. Sauf si vous avez à côté du tuyau pour l'air une pipette et une bouteille sur le dos.
C'est ça, envisageable. Allez, on se retrouve tout de suite pour continuer à parler justement de Poppins avec Élodie Bernard. Restez bien avec nous dans Les Vraies Voix Citoyennes. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des Vraies Voix Citoyennes avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On parle de Poppins avec Élodie Bernard. Vous vouliez dire un mot, Aurélie Gros? Ah oui, non, je voulais dire un mot déjà, une à la fin, aussi. mais j'avais une question pour nos auditeurs. Donc, cette application ne remplace pas les consultations chez l'orthophoniste ou peuvent pallier à ce manque-là? L'objectif, c'est vraiment d'être un complément à l'orthophoniste. C'est absolument pas un remplacement. Effectivement, quand un enfant a un diagnostic de dyslexie et est sur liste d'attente pour commencer sa prise en charge, ça peut être intéressant déjà de commencer à utiliser Poppins à la maison. Mais l'objectif, c'est vraiment, entre deux séances, comme je le disais tout à l'heure, les recommandations de bonnes pratiques en orthophonie pour la rééducation de la dyslexie disent qu'il faudrait 2 séances d'orthophonie par semaine et 3 à 5 entraînements à la maison. Nous, on est sur la partie entraînement à la maison. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de dyslexie? On est probablement plus ou moins en difficulté dyslexique. Il y a plusieurs paliers, pour utiliser un terme de plongée. Est-ce que dans ces cas-là, on utilise l'appli Poppins de la même manière ou pas? Il va y avoir différents degrés de sévérité des troubles dys, que ce soit la dyslexie ou les autres troubles. Les autres, oui, bien sûr. Notre objectif, ça va vraiment être, peu importe le degré de sévérité de l'enfant, d'essayer de l'amener au degré du dessus, d'essayer toujours de le faire progresser pour réduire l'impact de ces troubles. Donc dans tous les cas, le fait de faire des jeux de langage, des jeux de musique, on va travailler vraiment sur les sous-jacents de la lecture, et pour tout type de dyslexie, c'est quelque chose qui va l'aider. Et à partir de quel âge on peut commencer à l'utiliser, l'appli Poppins? 7 ans. 7 ans. Ouais. En général, de toute façon, on a rarement un diagnostic de dyslexie avant. Oui, parce qu'on ne sait déjà pas lire. En fait, quand on n'apprend pas à lire, on ne sait pas encore qu'on a du mal à apprendre à lire. Donc, en général, le diagnostic de dyslexie arrive quand même plus tard. Quand un enfant a un petit peu plus de difficultés que les autres enfants dans la lecture, ça ne veut pas forcément dire qu'il est dyslexique. On commence par mettre en place des aménagements pour essayer de le soutenir dans ses apprentissages. On dit qu'au bout de 6 mois, avec des aménagements, si on ne voit pas de progrès, là on peut commencer à se poser la question de dyslexie. Et quels sont vos chiffres clés, on va dire, cette appli, elle existe déjà depuis combien de temps et combien de personnes l'utilisent, d'enfants, d'élèves? Il y a eu plusieurs étapes. Oui. C'est un dispositif médical, donc on est passé par des validations réglementaires que l'on a depuis 2022. 2022, c'est vraiment le moment où on a commencé à mettre le jeu entre les mains des enfants hors études cliniques. On a commencé avec des partenariats, avec des complémentaires santé, avec des employeurs, parce qu'on essaye vraiment de trouver tous les moyens d'avoir des alternatives financières pour les familles. Malheureusement, ça prend du temps de couvrir toute la population qui en aurait besoin avec les complémentaires santé. Donc, on a aussi ouvert aux familles en direct depuis fin 2023. Donc, les familles peuvent s'inscrire si elles ne font pas partie si elles ne sont pas bénéficiaires de nos partenaires. Donc voilà, depuis fin 2022, c'est ouvert via les partenariats. Fin 2023, en direct aux familles. On estime depuis le début avoir accompagné environ 10 000 familles. C'est déjà un très très gros chiffre. Et d'ailleurs, Poppins, ça vient de quoi, cette idée? Alors Poppins, vous avez tous remarqué qu'il y avait une référence. Effectivement, pour nous, Poppins... On l'avait pas remarqué. Mais alors, strictement pas. Ça ne nous avait même pas effleuré l'esprit. C'est vrai que Poppins, c'est l'éducation par la musique. Avec de l'humour, avec aussi beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux. Et nous, on se reconnaît là-dedans parce que notre objectif, c'est d'apporter une petite bouffée d'oxygène aux parents et aux enfants avec quelque chose de ludique, mais qui est le fruit d'études cliniques et qui est en fait extrêmement sérieux. Parce que, disons, il y a un arrière-plan qui est très important qu'il faut comprendre, pour tous nos auditeurs, c'est qu'en effet, on dit qu'il y a environ 5, 6, 7, 8%, il y a quelques batailles d'experts sur cette affaire d'enfants qui sont donc 10 dans toutes les formes de 10, mais surtout une bonne partie n'est pas reconnue enfant en situation de handicap, donc n'a pas droit à des moyens de compensation, donc à des moyens financiers pour mettre en place des outils. On fait un petit clin d'œil à par exemple au travail extraordinaire qui est fait par le Cartable Fantastique, qui propose un outil numérique pour les élèves pour étudier, et que donc il faut développer toutes sortes de technologies pour pallier cette affaire-là, parce que sinon on va rester coincé avec des maisons départementales des personnes en situation de handicap qui finalement ne reconnaissent pas les 10 comme tels. C'est vrai que tous les enfants qui pourraient avoir besoin ou estiment avoir besoin d'aménagement à l'école n'en ont pas forcément. On a réalisé une enquête nationale l'année dernière avec la
Fédération française des 10, justement pour faire le point sur les parcours de soins des enfants 10. On a eu plus de 12 000 répondants qui représentaient environ 15 000 enfants. Et ce qui en ressort, effectivement, outre la charge mentale extrêmement importante des mères, mais on peut en reparler, c'est qu'effectivement, parmi les personnes qui n'ont pas réussi à bénéficier d'aménagement, certains ne savent pas qu'ils y ont droit, et d'autres ne savent pas comment faire la demande, parce qu'en fait, d'un point de vue administratif, c'est aussi très complexe. Exactement. Et aujourd'hui, si les auditeurs nous écoutent, s'ils veulent télécharger, donc ils se rendent sur les stores. Les stores, oui. Tout à fait. Ils téléchargent Poppins et c'est payant. Il faudrait donner l'orthographe exacte d'ailleurs. Oui, P-O-P-I-N-S. Donc effectivement, on peut le trouver sur les stores ou bien sur notre site internet poppins.io. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a certains partenariats avec des complémentaires santé. On peut en citer quelques-unes. Abeille Assurance, l'IRSEM, ProBTP, Groupe Pasteur Mutualité. Depuis peu également, grâce à Audience, nous sommes disponibles pour les collaborateurs de Radio France, également France Média Monde. On est aussi bientôt Sud Radio, j'en suis sûr. Peut-être bientôt Sud Radio, avec plaisir. Également chez les collaborateurs d'Alliance France. Donc voilà, on essaye de continuer vraiment d'élargir le nombre de partenariats pour proposer des solutions de financement alternatives pour les familles. Pour les personnes qui ne seraient pas couvertes par ces partenariats, elles peuvent s'inscrire moyennant une sorte d'abonnement. On peut choisir la durée d'accompagnement, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et pour vous donner une idée, l'abonnement, c'est environ une 30aine d'euros par mois. Est-ce qu'il y a de nouveaux développements en cours? Parce qu'une application, ça évolue toujours avec le temps. Ouais. D'une part, il y a des nouveaux développements en termes de recherche, puisque comme je vous le disais, on a fait 6 années de recherche avant de sortir l'application. On a les résultats d'une étude contrôlée randomisée qui sont en cours de publication, une autre étude contrôlée randomisée qui est en cours aussi, pour regarder comment est-ce que Poppins s'intègre justement avec l'orthophonie, et est-ce qu'éventuellement, en ayant l'orthophonie en même temps que Poppins, on pourrait prendre plus d'enfants en charge en même temps, etc. Donc on est vraiment en train, non seulement de valider scientifiquement le fait que ça marche et que ça aide les enfants, mais aussi le fait que ça pourrait améliorer les parcours de soins. Donc sous cette recherche, elle continue. On a aussi des études exploratoires pour aller voir vers d'autres troubles, comme le TDAH, comme la dysphasie, puisqu'on voudrait aussi pouvoir le proposer à des enfants qui ont d'autres pathologies. La dysphasie, c'est quoi exactement? La dysphasie, c'est le trouble du langage oral. D'accord. Donc ça peut commencer je plus trouve tôt, ce que extraordinaire dans les 2 expériences dont on parle ce soir, c'est que tout ça, c'est du travail mené donc de manière volontaire, avec enthousiasme par soit des spécialistes comme vous et mélangé à de la technologie, ou comme avec le professeur Lotz, des gens qui vont faire part de leur passion par ailleurs. Et c'est autant, je trouve, de moyens peut-être qu'on va pas consommer, entre guillemets, au travers de notre fameuse sécurité sociale qui elle-même est presque à bout de souffle compte tenu des moyens qu'il lui faudrait. Ouais, c'est-à-dire que l'approche sportive en termes de cancérologie commence à émerger des résultats qui font état d'un gain de 20% en termes de moindre chute et plus de guérison. C'est énorme. Or, quand on sait qu'une rechute, c'est tout de suite des traitements à 10 000 euros par mois pendant des périodes voire de plus temps avec les périodes d'hospitalisation. Voilà, donc faire du sport, un service d'oncologie qui ne fait pas faire de sport, on peut se poser la question d'une perte de chance. Et c'est pour ça que je faisais le lien entre vos 2 expériences et dispositifs, c'est que d'un autre côté, c'est l'éducation nationale qui gagnerait énormément de temps si les enseignants, pourquoi pas admettaient d'utiliser ces moyens-là, ou de faire le lien avec les parents qui les utilisent à la maison. Alors vous parlez de l'assurance maladie, étant donné que Poppins c'est un dispositif médical, c'est une thérapie numérique, on est justement en train de déposer un dossier pour demander une prise en charge par l'assurance maladie, parce qu'il y a un bienfait thérapeutique, il y a ce qu'on appelle une présomption d'innovation qu'on va s'attacher à démontrer, et l'objectif est aussi de montrer qu'à travers des études médico-économiques, qu'en prenant en charge les enfants plus tôt et en désengorgeant les orthophonistes, on pourrait aussi avoir des prises en charge qui seraient moins longues et moins coûteuses pour l'assurance maladie. Et moi, j'avais presque une idée. Vous avez jamais pensé faire un partenariat avec des collectivités territoriales qui, justement, ont fait bien dans les collectivités territoriales des applications d'aide aux devoirs? Bon, quelque part, on remplirait un service public pour ces enfants en difficulté. Ça pourrait être aussi intéressant pour les abonnements. On a eu des échanges effectivement avec des établissements scolaires qui ont parfois les élèves de 8h à 18h avec le dispositif devoir fait, et qui nous disent pendant le temps où les élèves sont là, on pourrait aussi les faire travailler sur ces outils-là. Certains ont des dotations de tablettes, donc c'est des choses aussi qu'on étudie. Mais c'est vrai que, étant donné que c'est un dispositif médical qui aujourd'hui est
encadré pour une utilisation à la maison, ce serait un type d'utilisation qu'il faudrait explorer pour voir comment est-ce qu'il faudrait faire en sorte que tout ça se parle. On va faire un test. Et le professeur Lotz disait que cette expérience d'équipe, c'est un peu comme un pack de rugby. Oui. Je sais pas, c'est une idée qui me vient comme ça là en voyant arriver François Trio. Mais on va parler de rugby justement dans quelques instants. Bon. Merci beaucoup à vous, professeur Jean-Pierre Lotz. Je vous en prie, chef je du service d'oncologie de mon l'hôpital équipe. Tenon. Je remercie mon équipe, mes encadrants, bénévoles qui s'investissent et les patients qui On les nous font applaudit. confiance pour aller au fond de l'eau. Absolument. Voilà. Et merci Élodie Bernard de Poppins. Alors Merci à vous. supercalifragile, là même sans Oui. syndrome Oui. 10, c'est très compliqué à redire. Ça rappelle des vieux souvenirs d'enfance. Merci à vous, merci Aurélie Gros et Stéphane Merci Pellet. Philippe David. On se retrouve lundi prochain à 19h. On reste comme pas pour le d'habitude. rugby. Non, Ah, je mais vous comprends pouvez pas, rester, moi. bien Ah sûr. oui, Bonsoir quoi. François Ouais, Trio. ouais. Franchement, François. Avez- on peut être mobile et On a écouter. gagné ou pas Avez-vous le tournoi récupéré de la fiesta post-France-Écosse? Vous savez qu'on fait plus la troisième mi-temps en rugby, c'est fini ça. Ah bon? Depuis quelques mois. Oui, mais enfin en tout cas, surprenant. on a remporté un beau titre. Un Oui, beau oui, titre, oui, oui. oui, tout à Là, fait. ça laisse quand même un goût inachevé parce que ce match perdu à Twickenham qui Ouais. aurait Oh, le chelem. Voilà, mais c'est déjà oublié. Nostalgique. Voilà, c'est quand même une première Troisième place. mi-temps. Nous, au Oui. club, on dit quand c'est qu'on plonge et quand c'est l'apéro. Mais ça, j'ai pas le droit de le dire. C'est off micro. Et au menu donc de ces bah, vraies voix du rugby. On a un des entraîneurs du 15 de France, Laurent Sampéré, qui sera avec nous. On a également Yann Roubert, le nouveau président de la Ligue nationale de rugby, donc Oui. il viendra s'exprimer avec nous. Puis un ancien, Julien Pierre, qui a été finaliste Bien de la sûr. Coupe du Monde en 2011. Voilà. Oui, ça rappelle aussi les mauvais Bref, souvenirs. et mais bien sûr, d'arbitrage. Yoann Huget et Philippe Spanghero. quand même. Bien évidemment. Voilà. Mais voilà. Eh bien écoutez, c'est à 20h02 environ après le flash avec nos amis des vraies voix du rugby. Tout de suite, Cécile de Minibus dans Sud Radio à votre service. Et nous, on se retrouve demain 17h pour les vraies voix.